Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 56 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Sophia Boutry, directrice de la Fête de l'Humanité. Pour vous remettre un peu dans le contexte, moi je vais à la Fête de l'Huma depuis que je suis tout bébé et j'ai rencontré Sophia Boutry pendant mes années militantes de Saint-Denis. Et en fait, quand elle a été directrice de la Fête de l'Huma, elle nous l'a annoncé et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de parler des dessous de la fête avec elle. Sophia a accepté mon invitation et j'en suis ravie. Elle a pris de son temps pour venir nous parler de la fête sous plusieurs angles. Elle nous a d'abord parlé de son rôle au sein de l'organisation, de ce qu'implique la logistique d'un si grand événement, parce que la Fête de l'Huma, c'est des centaines de milliers de personnes sur un week-end, de toutes les animations qui s'y passent et de la logistique qui se cache derrière. Elle nous a également parlé de l'impact politique et social de cet événement, des valeurs qui seront mises en avant dans la prochaine édition. Et comme vous pourrez vous en douter, c'est une discussion que j'aurais aimé approfondir pendant des heures et des heures. J'avais énormément de questions à lui poser. En plus, je connais vraiment la fête par cœur. J'ai travaillé pendant des années en tant que bénévole, en tant que bâtisseuse. Et c'est vrai que quand on connaît aussi les dessous de la fête, on a envie de discuter de plein de choses, de débattre aussi de plein de choses. Donc bien sûr, je ressors un peu frustrée parce que j'aurais pu lui poser encore mille et une questions. Mais je suis déjà très contente de pouvoir vous proposer cet entretien. Et je voulais dire encore une fois un grand merci à Sophia pour son temps. N'hésitez pas évidemment à prendre vos places pour la fête. Et n'hésitez pas à soutenir le podcast. J'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir continuer à développer ce projet. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram du podcast pour avoir toutes les actus, à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Sur ce, merci de m'avoir écouté pendant cette intro, encore une fois beaucoup trop longue, et je vous laisse avec l'entretien. Belle écoute à vous. Salut Sophia. Salut! Merci beaucoup de prendre le temps de pouvoir répondre à nos questions sur le podcast. Ben non, ça fait plaisir. Merci de l'invitation et merci d'avoir pensé à moi. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Sophia Boutry, j'ai 36 ans et je suis la nouvelle directrice de la Fête de l'Humanité. Ok, la Fête de l'Humanité, c'est avant tout la fête du Journal de l'Humanité. Tout à fait. La première fête a été organisée en 1930. Ouais. Aujourd'hui, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est la 90e édition. Aujourd'hui, c'est la 90e édition. Alors, pour ceux qui sont bons en maths, ils vont essayer de calculer. Ils vont dire, bon, 1930, 2025, ça fait pas 90. Ben oui, parce qu'il y a des éditions qui ne se sont pas faites pendant la guerre. Et c'est pour ça qu'on a un peu ce petit delta. Donc, c'est une année anniversaire, 90e édition, qui va, je l'espère, marquer les esprits et marquer mon arrivée, parce que c'est une vraie pression quand même, faut pas la rater. Mais en tout cas, je suis très bien entourée et je suis très contente qu'on m'ait fait cette proposition pour cette édition particulière. Carrément. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la fête pour les personnes qui n'y sont jamais allées, par exemple? Oui, alors la Fête de l'Humanité, c'est, comme tu l'as très bien dit, la fête du Journal de l'Humanité, qui est un journal indépendant communiste, qui, depuis plusieurs années, organise un grand événement politique, culturel et populaire, qui aujourd'hui se passe pendant 3 jours, donc le 12, le 13 et le 14 septembre 2025. Alors c'est toujours en septembre, mais là, je vous donne les dates pour ceux qui n'ont pas encore pris leur billet. C'est 3 jours de débats, 3 jours de rencontres, de fêtes, 3 jours où il y a énormément de stands, d'espace. Il y a, en tout cas pour la dernière édition, c'était 350 stands d'associations politiques, d'organisations syndicales, d'associations aussi plutôt institutionnelles, de prévention, et aussi un espace très particulier qui s'appelle le Village du Monde, et là qui regroupe différents pays, différentes organisations, associations qui défendent certaines luttes et qui s'engagent dans leur pays. Donc 3 jours de fête où, dans une ambiance particulière, on refait le monde, on crée de l'espoir sur notre projet de société que l'on partage, un projet
projet progressiste dans lequel tous les sujets sont abordés sans tabou, à la fois les questions écologiques, les questions économiques, mais aussi sur la paix, puis les sujets liés aux luttes contre le racisme, le fascisme, la montée de l'extrême droite, et puis ça peut être aussi sur les politiques sportives. Tous les sujets sont abordés jusqu'au sujet du logement, par exemple, avec des amicales de locataires, sur la hausse du pouvoir d'achat. Vraiment, c'est très très large, tout le monde peut s'y retrouver. Puis on peut aussi se maquiller, on peut aussi danser, on peut aussi boire, et puis juste se reposer et avoir la tête dans les nuages. Ouais, ce qui est assez ouf à la fête, c'est que je trouve que c'est un moment hyper intergénérationnel aussi, parce que t'as autant des grosses scènes avec de jeunes artistes que le village du livre, où on retrouve aussi peut-être d'autres populations. Et sur chaque stand, on a un monde à part, quoi. Je trouve, t'as un stand avec, par exemple, si c'est le stand du Limousin, t'auras la nourriture du Limousin, t'as des gens qui font la fête sur ce stand-là. Et c'est assez ouf je trouve que c'est un peu une anomalie. Enfin, on voit pas souvent ce genre de festival où tu peux autant débattre politiquement, aller écouter de la musique, et t'as autant des jeunes que des personnes âgées qui sont là. Très clairement, ouais, c'est une fête intergénérationnelle, et ce qui est assez incroyable, c'est que tu as à la fois une représentation de toute la France, telle qu'elle est, avec sa ruralité, mais aussi ses espaces un peu urbains, des villes, enfin en tout cas des stands de quartiers populaires, périurbains, et puis comme tu disais tout à l'heure, le Limousin. Tu peux manger, on va dire, toutes les spécialités culinaires de chaque région de France, mais aussi d'Europe et du monde. Et comme tu le dis aussi très bien, tu as le village du livre. C'est des espaces, on appelle ça des espaces officiels. Il y a l'Agora, la grande Agora, où il y a les grands débats avec des grandes personnalités politiques. Il y a eu Angela Davis l'année dernière, mais il y a souvent des grands chefs de partis politiques, des anciens ministres, ou l'année dernière aussi, c'était Sophie Binet avec le président du MEDEF. Donc voilà un peu les grandes personnalités de l'Agora. Et tu as aussi donc le village du livre, le village du monde, avec son espace de débat du village du monde, l'espace qui est plutôt aussi très bien apprécié, qui est le village des territoires solidaires, sur toutes les démarches liées à l'écologie, mais aussi à l'économie sociale et solidaire, et le forum social, qui est là plutôt avec les syndicats sur les questions liées au travail, à l'emploi. Et il y a énormément de débats, d'activités et aussi de stands. Et à côté de ça, tu as une ville qui vit en fait et qui bouillonne. 450 000 personnes. Quand moi on m'a dit ça, je dis mais en fait j'ai quasiment effectivement 100 000 à 110 000 personnes à l'instant T, à un moment dans la journée. Donc c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et comme tu l'as dit, il y a des grandes personnalités qui sont passées sur le festival au cours du temps, parce que c'est un festival historique et très à gauche aussi. Enfin, c'est un festival de lutte qui est marqué politiquement. Donc, comme tu me l'as dit, il y a Angela Davis qui est passée, et puis aussi en artiste, là, on va avoir Patti Smith cette année. Oui. Ça, c'est trop bien. Je suis très contente. Qui est déjà venue, une icône, et les icônes qu'on a pu avoir dans les années précédentes, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de grandes stars internationales. Ça coûte aussi un petit budget, et puis aujourd'hui le marché, on en parlera sûrement tout à l'heure, le marché artistique est très mouvant et a quand même augmenté, et parfois on a des artistes internationaux qui sont beaucoup moins chers que certains artistes nationaux. Mais l'idée, c'était vraiment de marquer le coup pour cette 90e édition, d'avoir cette icône qui en plus a 2 concerts à l'Olympia après la fête, qu'on sera les premiers à l'accueillir en France. Ça, c'est en tout cas un message assez fort, et elle était très heureuse de pouvoir jouer à la fête de l'humanité. Et énormément d'autres grands artistes et puis de personnalités politiques qu'on va essayer de garder un peu la surprise pour cette prochaine édition, d'invités internationaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la fête de l'humanité, c'est ce grand lieu où il faut être pour marquer aussi son engagement et sa lutte globale, je dirais. Tu as de plus en plus de personnalités politiques, même d'associations et d'organisations qui s'inscrivent, qui viennent à la fête, qui ne venaient pas forcément ces dernières années ou qui l'ont fréquentée il y a très longtemps. C'est effectivement une fête où le Parti communiste est très présent, où il y a une grande majorité de communistes qui font la fête, qui sont des bâtisseurs de la fête, on les appelle comme ça, les bâtisseurs et les bâtisseuses. Mais il y a aussi d'autres bénévoles, d'autres militants qui sont aussi ces chevilles ouvrières du parti,
partage des idées et du débat démocratique, parce que le Journal de l'Humanité a toujours eu cette vocation, celle d'avoir un débat démocratique et aussi contradictoire, donc de pouvoir permettre à chacun de trouver sa place, que l'on soit encarté ou non encarté, à partir du moment où on a des valeurs que l'on partage, des valeurs d'espoir, de fraternité, progressistes, on y a sa place. Bah d'ailleurs, c'était le journal de l'Humanité qui disait qu'il voulait créer, je cite, une fête de solidarité prolétarienne. Et d'ailleurs, au départ, et je crois encore aujourd'hui, la fête de l'Huma, du coup, donnait régulièrement des dons de la fête pour des causes qui défendaient donc les caisses de grève des mineurs à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus récemment, par exemple, le Secours Pop, etc. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN. On a toujours cet engagement de solidarité et puis quand on accueille notamment des stands et sur les différentes éditions, on a à des moments mis en place des caisses du coup de soutien pour il y a le génocide à Gaza, le génocide aussi au Congo. Il y a des situations de crise, je dirais de guerre, mais aussi climatiques, dans lesquelles il y a énormément d'associations qui sont en solidarité et engagées. Et la Fête de l'Humanité, avec le journal, a toujours été aux côtés de ces organisations, pour pouvoir, leur permettre d'avoir de plus en plus de dons et on se fait le relais, on leur donne on participe, mais on se fait aussi le relais pour que chacun puisse, en tout cas chacun des participants, puisse aussi participer, au moment de la fête. Quand tu m'as annoncé que tu étais directrice de la fête, tu m'as aussi dit que tu étais la première femme à avoir ce poste. Oui, parce que j'avais Qu'est-ce posé que la ça question quand représente pour Fabien toi? Gay me disait: «Est-ce que tu veux être directrice de la Fête de l'Humanité?» Je dis: «OK». Je dis: «Mais avant, il y avait qui?» Mais Ok les gars. enfin, avant, il y avait qui? Je connaissais l'ancien directeur, c'est pas Thibaut Weiss, parce que je connais très bien, mais Thibaut, bon, il y en a eu d'autres, que j'ai connus. Puis je réfléchissais, mais j'ai dit: «Mais en fait, il y a déjà eu une femme directrice de la fête?» Et il me dit: «Non, C'est tu ouf, seras on la est en retard première». quand même, hein, sur Et tout. là, je dis: «Ah ouais, quand même, pression!» Mm. Pression parce qu'effectivement, tout le monde va te regarder et puis non, les gens sont plutôt, enfin, il y a pas de regard particulier, et la proposition qui m'a été faite, ça elle a pas été faite pour, rétablir quelque chose, quoi. Enfin, Bah oui. j'ai toute confiance en Fabien Gay et c'est, sur en tout cas mes compétences et la confiance qu'il a, pour que je puisse mener, cette activité, et ce grand événement, à bien. Mais effectivement, moi je te raconte une anecdote. J'ai une réunion avec, plusieurs partenaires, institutionnels plutôt et puis il y a quelqu'un très gentiment, hein, qui me félicite, qui me dit: «Bravo, félicitations pour votre poste, vous êtes, directrice de la Fête de l'Humanité, mais dis donc c'est, beaucoup de responsabilités, hein». Je dis: «Oui, oui, c'est beaucoup». Non, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités, hein. Je C'est dis: pas «Oui, comme oui». si Puis il insiste une troisième fois: «Non, mais vraiment, c'est vraiment beaucoup de responsabilités». Je dis: «Écoutez, c'est autant de responsabilités que mes prédécesseurs et autant que pour, les futurs, directeurs ou directrices, donc Ouais, et là, j'ai c'est senti ouf. le Ouais. bon, je fais plus jeune peut-être que mon âge, j'espère. Mais oui, c'est effectivement, c'est énorme. Enfin, un travail à faire avec, une équipe qui est permanente, qui est pas très nombreuse d'ailleurs, la Fête de l'Humanité, c'est une équipe permanente qui est pas très nombreuse. Je te donnerai le détail tout à l'heure, hein, si Mais tu c'est fou veux. qu'on se permette de te faire cette réflexion en sachant, enfin, moi je sais ce que t'as fait avant, en plus, enfin, l'expérience que t'as et tout, jamais ça me viendrait à l'idée, tu vois. Enfin, Oui, c'est mais vraiment parce la que beaucoup, présomption beaucoup me d'incompétence parce que oui. t'es une femme. Et peut-être, et non, parce pas forcément parce que je suis une femme, parce que il y a peut-être ça, et puis, on m'a aussi demandé si j'avais de l'expérience dans l'événementiel Mm. et dans le milieu culturel et cetera. Et la particularité de cette fête, c'est certes, il faut enfin, c'est un événement culturel, il y a de l'événementiel, c'est énorme, c'est clairement un grand Oui. événement. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux, financiers, économiques, politiques, culturels, dans la manière dont on voit la culture politiquement. Pas forcément, que sur les artistes que tu peux amener ou ce que tu peux, imaginer comme activité culturelle et sur l'équilibre aussi que tu peux avoir dans la fête, dans la proposition que tu fais, culturelle. Et il y a, il y a un grand volet aussi juridique
artistique qui est important. Donc il y a toutes ces facettes-là qu'on voit pas forcément, pour lesquelles j'ai des expériences, mais je n'ai jamais géré un grand festival ou une grande fête, je dirais, culturelle, oui. Tout s'apprend et puis en réalité, je suis directrice. Je suis pas directrice technique, je suis pas responsable de la production, je suis pas responsable de la com ni de la billetterie. Il y a des gens pour ça, et puis, sur tout le reste, toute la partie technique, il y a des entreprises qui sont nos prestataires et qui font ça. C'est pas moi qui raccorde, les tuyaux et qui monte la scène. Oui, carrément. Ce serait drôle que tu fasses tout toute seule, tu sais. Oui, c'est ça. Allez, Oh là là, c'est vraiment parti. beaucoup, madame, hein, c'est beaucoup de responsabilités. Bah oui, oui, oui. Et C'est juste- c'est pas ce que effectivement, ouais, c'est pas ce que je fais. Ouais, et justement, quelles sont les responsabilités de la direction d'un festival, du coup? Tout. Alors on a pour responsabilité, en tout cas on a une responsabilité, vis-à-vis de l'État, pour que l'événement se passe bien. Donc on est en partenariat notamment avec la préfecture et les services de l'État, sur toute la question, liée au transport, au stationnement, pour que les gens puissent venir à la fête, et puis à l'intérieur aussi. Donc il y a un Ouais. gros enjeu de sécurité. Il y a une partie aussi, de l'animation, je dirais artistique, culturelle, qui peut être proposée. Et là, c'est moi qui travaille avec un de nos prestataires, qui est programmateur-tourneur sur la programmation artistique. Ok. Ensuite, il y a tout un volet qui est aussi très important, qui est l'animation des différents stands et des participants à la Fête de l'Humanité comme exposants. Il y a des personnes qui viennent depuis très longtemps et on fait en sorte à ce qu'ils restent aussi. Donc on les accompagne s'il y a parfois des difficultés. On a des stands qui viennent de toute la France, donc c'est des gros coûts pour eux pour venir à la Fête de l'Humanité. Donc on essaye d'avoir des tarifs de présence, en tout cas sur la fête, puisque quand on prend un stand et qu'on s'inscrit à la Fête de l'Humanité, on paye son installation. Pas des tarifs aussi élevés qu'ailleurs, mais en tout cas, ça fait partie aussi du modèle économique. Et puis, il y a tout le volet animation politique, qui là se fait pas que à la direction de la Fête de l'Humanité. C'est le Journal de l'Humanité qui est à la tête de l'animation politique, avec l'Agora, avec son directeur qui est Fabien Gay. Et là, on travaille en étroite collaboration sur les différents thèmes, les différents invités politiques, l'orientation même de la fête. Là, cette année, c'est beaucoup plus... on est vraiment avec la colombe, avec la nouvelle affiche, je sais pas si tu l'as vu, Ouais, cette grande colombe qui tient entre ses pattes le Journal de l'Humanité, qui apporte ce message de paix pour lequel on est très engagé au regard du contexte international. Et puis, il y a tout ce contexte d'instabilité aussi nationale, avec une dissolution qu'on a eue l'année dernière, qu'on peut toujours avoir cette année. Je croise les doigts pour qu'on n'ait pas de dissolution, mais dans mon simple intérêt pour la fête, pour pouvoir ne pas avoir à la décaler ou à l'annuler, parce que c'est un risque. Hein. Ah ouais, ah Eh oui. ben oui, t'as une dissolution, t'as le président qui décide de dissoudre en juillet, qui l'annonce en juillet. Il y a de fortes chances qu'il annonce des élections en septembre. Et s'il y a élection, du coup, il y aurait pas de fête? C'est pas qu'il y aurait pas de fête, mais ça se réfléchit, parce que si tu as la fête de l'Humanité, c'est le 12 septembre. Ouais. 12, 13, 14, dimanche 14. C'est cette date-là. Généralement, c'est les dimanches. Si, imaginons, tu as... alors attends, on va regarder sur ton ordinateur peut-être le calendrier, si tu mets septembre. Ouais. Si le premier tour des élections municipales, c'est le 3e dimanche, par exemple le 21, 3e dimanche, eh ben, tes camarades, ils sont où? Tous ceux qui viennent à la fête? Oui, c'est sûr qu'ils Ils sont pas en campagne. Ouais. Bah oui, ils vont tout faire pour Oh qu'on non. vote pour la gauche. Et donc, Oui, ou alors et même si moi, on la doit première, voter. j'irai Ouais, non, ouais. sur le terrain pour qu'on vote et pour qu'on laisse pas passer Mhm. l'extrême droite. Donc, il y a aussi cet enjeu-là. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas la faire après, ou peut-être qu'elle restera, mais il y a aussi cet enjeu-là. Et ça prouve que la Fête de l'Humanité est un événement politique. On est au cœur même de l'actualité politique. Quelle que soit la situation dans laquelle le gouvernement peut nous mettre, en tout cas, on y répondra et on va, en tout cas, par ricochet, être impacté. Et il faudra s'organiser et réfléchir. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est ça que tu as aussi en tête quand tu es à la direction de la Fête de l'Humanité. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, par exemple, je me dirais que la fête, c'est quelque chose de tellement gros que la décaler ou l'annuler, ça me paraît un peu impossible dans ma tête parce que c'est tellement ancré. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça engendre des coûts ou des... C'est clair que ça engendrera des coûts
parce que tu t'engages déjà dès aujourd'hui, on s'engage déjà avec, certains prestataires et on commencera le montage de la fête. Là, on fait quelques commandes déjà, petit à petit, là ça a bien commencé et tu as le montage de la fête qui commence en août. Donc c'est sûr qu'en septembre, enfin, c'est bon, si tu as une annonce avant, tu peux t'organiser, mais si tu as une annonce, qui se fait, je sais pas, fin août, début septembre et que tu as déjà engagé, une bonne partie de ta fête et qu'il y a une installée la moitié de ta fête est déjà installée, oui, tu as des coûts parce que tu les payes tes prestataires qui ont bossé, qui ont fait le montage, qui ont, fait des raccordements d'eau, d'électricité, tout ça, tout ce qui se prépare un peu en amont avant l'ouverture de la fête. Donc c'est une perte. Après il y a des assurances, hein, pour ça, mais ça reste quand même une perte. Mais il n'empêche que cet espace-là, nous, on loue, l'emplacement. Enfin, on a une convention d'occupation comme, on avait avant. Et puis après, s'il y a ce genre de décision, à situation exceptionnelle, organisation Ouais. exceptionnelle. Et là, on peut essayer de voir avec les propriétaires, des lieux, la SPL qui est, l'agglomération qui appartient à l'agglomération de Cœur d'Essonne, qui nous accompagne beaucoup. Ils sont très contents, les Essonniens et le territoire de l'Essonne, de nous accueillir, d'accueillir la fête là-bas. Bah, c'est un peu la fierté, Ils sont si hyper fiers. Bah oui, en Seine-Saint-Denis, on l'a perdu, mais alors là-bas, Bah ils sont ouais. hyper contents de l'avoir récupéré. Ça, c'est clair. Et je les comprends parce que, je suis un peu dégoûtée aussi. Mais bon, on est très, très bien aussi en Essonne. Je sais pas si on pourrait retrouver la même chose, sur le département de la Seine-Saint-Denis tellement c'est Ouais. grand Oui, carrément. et c'est plutôt, très bien aménagé. Enfin, là, tout l'agencement a été fait un peu sur mesure dans toute l'installation. Donc ouais, c'est des coûts, hein, s'il y a enfin, en tout cas, toute l'instabilité, politique aujourd'hui, on est sur les starting blocks parce que, ça peut nous impacter effectivement. Ouais. Si on reprend un peu la préparation d'une fête de l'UMA, à quel moment de l'année ça commence? Alors moi, j'ai pris mes fonctions en octobre 2024. J'ai eu une période de tuilage avec Thibaut Weiss qui était l'ancien directeur et j'ai, pris mes fonctions complètement, solo, en novembre. Je commençais déjà en novembre la programmation avec les gros artistes et cetera, les premiers échanges avec le tourneur et le programmateur donc déjà, on était déjà dedans et puis alors c'est particulier parce que, moi je devais rencontrer l'ensemble des prestataires et puis j'ai fait la tournée des fédérations. Mais comment ça fonctionne? Quand tu as la fête qui se termine au week-end du 2e week-end de septembre, quand ça se termine, tu as quasiment 3 semaines de démontage, ensuite tu as des petites vacances. Après tu as la fête de l'Humanité de Normandie. Oui, c'est vrai. Donc c'est une Donc petite fête de c'est une l'UMA petite fête de l'humain à cette année. Rouen, mais qui reste quand même, une organisation qu'on a avec la fédération, Normandie, mais aussi enfin Seine-Maritime et aussi, la direction de la fête. Donc on est sur place. Ensuite, on part quasiment 2 semaines et demie en tournée dans toute la France pour rencontrer l'ensemble des fédérations, du Parti communiste pour faire le bilan de la fête et également tous les prestataires pour faire le bilan et préparer la prochaine édition. Donc dès novembre, j'ai fait les bilans, puis, rencontrer aussi j'ai fait la fête de l'Humanité Normandie, rencontrer, les prestataires. Ça a pris 2 mois, 2 mois et demi et avec les prestataires, je me suis présentée. On a fait le bilan de la dernière édition et on a commencé déjà à travailler sur la prochaine en disant: «Bon, on veut la même chose, ça a bien fonctionné, ça a pas du tout fonctionné, ça franchement c'est pas cool». Voilà et puis, tu parles un peu prix aussi. Il y a l'inflation, c'est bien, mais là Ouais. pas d'augmentation, comment faire? Pourquoi ça augmente? Pourquoi ça augmenterait? Et on en discute déjà en amont avant de pouvoir lancer. Donc en réalité, tu la commences quasiment au lendemain de la Oui. fin de ton édition. C'est une année pleine. Ouais, carrément. Tu dirais qu'il y a combien de personnes qui travaillent à sa conception? En fait, ça dépend des étapes. Je te disais tout à l'heure, il y a une équipe permanente. Il y a une équipe permanente de 5 personnes. La directrice, le directeur technique, la responsable de production, le responsable des stands et de la programmation des espaces officiels et le responsable de la billetterie et de la communication. Ça, c'est les 5 qui sont, là toute l'année. Ensuite, on a, un renfort au fur et à mesure qui arrive au plus près de l'événement. Donc dès le mois d'avril, on a nous des stagiaires de master master 1, master 2 qui arrivent. Puis on a des régisseurs, particuliers qui arrivent aussi, sur des thèmes précis, sur la production, technique, et plus on avance et plus on monte crescendo. Donc voilà. Par contre, l'équipe permanente, elle est de 5 personnes, je dirais. Ok.
Et quand on arrive sur la fête, pour les bâtisseurs et quand tu déconstruis le festival et pendant la période du festival, tu dirais qu'on est à combien de bénévoles qui sont sur le... Alors, donc comme je te disais, tu as l'équipe de la fête, donc on est 5. Ensuite, on a 8 stagiaires. Il y a un renfort technique après sur site où il y a à peu près une bonne vingtaine de personnes. C'est entre 20, 25, ça dépend à des moments. Donc on va dire même 25. Donc ça c'est le renfort, on va dire site, terrain, technique et autres. Et après, tu as toute une équipe. Tu as toutes les équipes des prestataires qui sont sur place, qui viennent, donc qui installent la fête, mais qui sont aussi en permanence en cas de souci. Donc ils sont aussi là, bossent toute la fête. Tu as les bâtisseurs et les bâtisseuses qui sont des bénévoles exposants, donc qui tiennent des stands et qui montent leur stand et qui l'installent pour la durée de la fête. Et à côté de ça, on a aussi des bénévoles de la fête de l'humanité, qui sont des personnes extérieures, qui sont pas des militants communistes, qui tiennent pas de stand, mais qui veulent participer à la fête et aider organisateurs pour la fête de l'humanité. Et l'année dernière, il y avait 300 bénévoles qui étaient présents sur la fête. Des 300 bénévoles, c'est beaucoup, mais on peut en avoir plus. Je pense qu'on a déjà des personnes qui s'inscrivent pour être bénévoles. Ces bénévoles, on leur propose du coup de venir à la fête. On leur propose une entrée, ils dorment sur place. Et en échange de cette participation, de ce billet qu'on leur offre, on leur propose de faire 2 heures de vacations, je dirais, solidaires, de bénévolat dans un stand ou d'aider, de voir si les stands ont besoin de quelque chose, sur le point info, au niveau des toilettes s'il y a des soucis, et au niveau des espaces officiels, des entrées, il y a plusieurs petits pôles comme ça et d'aide qu'il peut y avoir de la part de ces bénévoles-là. Et puis ensuite, ils font la fête, comme tout le monde. Et pendant 2 heures, ils sont dans un petit groupe WhatsApp et on leur dit, toi, on t'attend à tel endroit pour donner un petit coup de main et pour participer ensuite à la fête. Donc, ouais, tu devras avoir, si j'englobe tout à la fois, l'équipe de la fête, l'équipe technique, les techniciens, etc., plus les bénévoles qui sont 300, plus les bâtisseurs, ouais, on est à un bon 1500, quoi. Waouh, ouais, ok. Oui, tes bâtisseurs, t'en as quand même beaucoup. Ouais. Les prestats. C'est trop bien la fête avant qu'elle ouvre. Alors après, et puis t'as aussi les AS que je compte dedans. Les AS, c'est le service d'ordre de sécurité que l'on a, nous, en interne, à la fête de l'humanité. Et c'est des personnes aussi qui sont pas là 24 heures sur 24. Ils travaillent pas 24 heures sur 24. Ils font une matinée, puis après, ils reviennent après, et ça tourne. Mais au global, je pense qu'on est dans ces eaux-là. Ça m'étonne pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, la fête de l'UMA, c'est 450 000 festivaliers environ chaque année. En tout cas, l'année dernière, c'était ça. Alors ouais, pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais 450 000 ? Mais vous n'avez pas vendu 450 000 billets ?» Non, on ne vend pas 450 000 billets, c'est vrai. Mais on compte en fait la participation, un peu comme les musées. 450 000, c'est 450 000 personnes sur tout le week-end. Des gens qui viennent, en tout cas les gens qui sont sur place déjà, les bâtisseurs, les gens qui rentrent une fois, qui reviennent aussi le samedi ou qui reviennent le dimanche sont comptabilisés. Voilà comment on comptabilise les 450 000 personnes. Mais il y a vraiment toutes les personnes qui viennent à la fête, qui sont passées au moins une fois, même qui reviennent, ça nous fait 450 000. Et c'est des foules énormes, quoi. Du coup, comment on fait pour gérer et s'adapter au fait que ça grandit, la fête ? Parce qu'au tout début, je sais plus on était à combien, mais les fêtes étaient vraiment toutes petites. On comptait ça en centaines, voire en milliers. Et au fur et à mesure du temps, elle a... Alors, elle a toujours été... Les anciennes éditions de la fête, notamment à la Courneuve, c'était toujours blindé. Ouais. La fête record, je sais plus quelle année c'était, il y avait 500 000 personnes. Ouais, c'est ça. Record. C'est plus grand c'est plus énorme. Petit, d'ailleurs, le Plessis. Le Plessis, c'est plus grand. Okay. Pour moi, c'est plus grand. Les gens pensent que c'est un petit peu plus petit parfois parce que c'est pas le même agencement, mais c'est plus grand. Les 450 000 personnes que l'on enregistre aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a eu le premier déménagement après le Covid, il y a eu un gros coup dans le milieu festivalier, culturel, etc., dans la fréquentation des événements, parce qu'il y avait des normes et des règles imposées, notamment liées au Covid, qui faisaient qu'il fallait avoir des jauges très restreintes, très limitées, etc. Donc ça a été l'édition de 2021, la fête de l'humanité autrement. Et là, ça a été particulier. C'est Thibaut Weiss, l'ancien directeur, qui s'en est
préoccupé. Donc, c'est vrai que ça a très bien fonctionné, mais il y avait beaucoup moins de monde et c'était une jauge qui était déjà prévue. Ensuite, quand on déménage à Brétigny, au Plessis-Pathé en 2022, là, c'est le gros pari. Est-ce que le déménagement va être réussi? Déjà, il y avait un pari technique. Comment repartir de zéro d'un terrain complètement qui n'a pas l'habitude d'accueillir ce type d'événement, qui est une ancienne base militaire, où tu peux pas creuser trop profond parce que il y a des pics parfois, tu verras quand tu prépares la fête, quand tu arrives en amont, tu as des grands bâtonnets comme ça rouges où on te dit: «Tu n'as pas le droit de creuser ou d'enfoncer trop profondément parce que, il y a peut-être une mine, quoi». Tu J'exagère, mais c'est militaire, quoi. Tu peux pas aller OK. plus bas, quoi. Rassurant? Ouais, c'est très rassurant. Donc, ouais, on pourrait peut-être y mettre des ennemis au-dessus, mais on le fera pas. On Je peut te pas le jure. faire. Mais bon, du coup, tu as des contraintes, techniques parce qu'il fallait, revoir la canalisation, parce que tu imagines le nombre de stands qui, utilisent l'eau, ont besoin d'eau, de raccordement d'eau, d'électricité. Ouais. En fait, tu construis, une À ville, partir quoi, de rien, à ouais. partir de rien. Donc c'était le gros challenge et puis faire venir les gens. Est-ce que les gens qui sont habitués depuis des décennies, quelques décennies à aller à la Courneuve vont Mmh. venir jusqu'à cet espace-là? Oui, parce que pour les gens qui sont pas en région parisienne, la Courneuve, c'est hyper accessible en C'est en transport. Seine-Saint-Denis, il y a le métro, il y avait le RER, il y avait des Il bus, y a le tram, il y a il le y a tout. tram. Alors que là, Et là, c'est... c'est autre chose. Donc, c'est aussi desservi. Il y a des RER, Mmh. il y a le RERC, il y a le RERD. Mais tu peux pas venir, dès que tu sors du RER, tu peux pas y aller à pied comme ça. Faut que tu prennes une navette, quoi. Une navette qui met un quart d'heure quand même. Donc, et après, tu marches encore 10 minutes ou un quart d'heure pour arriver à la fête. C'est vraiment dans une zone très sympa, mais plus isolée. En même temps, c'est bien parce que quand tu veux vraiment faire la fête, en termes de bruit, même si on nous entend un peu, on est plutôt tranquille. Mmh. Et donc ce pari a été très difficile. Il a été complètement réussi parce qu'en 2022, il y a une fréquentation qui n'était pas effectivement la fréquentation de la Courneuve, mais parce que post-Covid, puis déménagement, ça a été quand même réussi. Il y a eu énormément de galères techniques, mais c'est normal, c'était la première. Ça a été rattrapé dès l'édition 2023. L'édition 2023, on est passé à presque 400 000 personnes. 390 000, 400 000. Et l'édition 24, 450 000. Donc en l'espace de 3 ans, 3 éditions, la fête de l'humanité a retrouvé son public. Et le déménagement a été une réussite parce que même si le public de la Seine-Saint-Denis, qui était habitué à avoir la fête en bas de chez elle, en bas de chez lui, tu as le public de l'Essonne, qui est un département quand même qui est énorme, le public du sud de la France, qui a plus à monter jusqu'au nord de Paris, mais en fait qui vient. Et là, tu as une participation qui est assez importante. Après, nous, on a des jauges, on a un dossier de sécurité technique, où on a des jauges qu'on sait qu'on doit respecter parce que en termes de flux, il faut pas qu'il y ait un certain nombre de centaines de milliers de personnes pour éviter qu'il y ait des gens qui se marchent dessus, quoi. Donc il y a du monde, mais donc ça, on a des jauges, on respecte, on a des taux, une certaine quantité de billets, tu vois, à vendre. On a une double billetterie. Il y a une billetterie commerciale et une billetterie militante, on appelle ça. En fait, c'est des bons de soutien au journal de l'humanité qui te permettent de venir à la fête. Parce que, comme je le dis, c'est encore la fête de l'humanité. Donc, il y a sur cette billetterie commerciale, on a une jauge. Et on sait que quand on dépasse, on a un certain nombre de parkings, un certain nombre de campings, et ça nous permet de suivre l'évolution potentiellement de la participation, de la venue, et on peut jauger. Ça serait extraordinaire si pour cette édition on est complet. Mais C'est quoi complet, du coup? c'est vendre à peu près. Alors, comme on n'a pas de vente à la journée, il faut qu'on explose, il faut qu'on fasse plus de 450, Ok. presque 500, Donc, 1000. comme on l'a dit, la fête, elle s'est déplacée au Plessis. C'est quelque chose qu'on entendait depuis longtemps, que la fête allait être déplacée. Ça rôdait un peu au-dessus de nous depuis pas mal de temps. Ça a été déplacé suite à la construction notamment du village olympique. Je ne sais pas si c'est ça qui a induit son déplacement, mais voilà. Est-ce que la fête restera au Plessis? Est-ce qu'on va trouver un autre endroit? Ben, t'as raison, effectivement, la fête de l'humanité a déménagé. Moi, je dis à chaque fois, il y en a beaucoup qui parlent de l'héritage des Jeux Olympiques.
l'héritage des Jeux olympiques, matériel, immatériel, en disant que, bah, par exemple, à Saint-Denis, là d'où on se parle, aujourd'hui, à Saint-Denis, on a un héritage des JO qui est, ben, la piscine olympique, des aménagements urbains qui ont été faits, pour les JO, donc ça, c'est un héritage matériel. Et l'héritage immatériel qu'on a eu, c'est le déménagement de la Fête de l'Humanité. Mmh. On a une conséquence directe du choix, de construire non pas le village olympique, mais le village des médias. Et du coup, après, il y a aussi tout un programme, autour, enfin, dans cet espace, donc on ne peut plus y être, on n'y retournera pas, c'est pas prévu. OK. Et puis on a nous une convention, on a signé pour une petite décennie quand même, OK. Mais du coup, la particularité de la fête, c'est qu'elle pratique des prix vraiment bas par rapport aux autres. Pourquoi c'est important pour vous et comment on fait pour pratiquer des prix comme ça? Bah, le prix, des billets de la Fête de l'Humanité, c'est pour ça qu'on fait nous des passes 3 jours. C'est hyper important pour nous parce qu'on a, cette ambition de permettre à tout le monde de pouvoir, venir à la Fête de l'Humanité et de pouvoir accéder à, un éventail de spectacles, d'activités culturelles, mais aussi de débats, de pouvoir éveiller, les consciences, de pouvoir, rencontrer aussi de nouvelles personnes, d'échanger, de pouvoir avoir accès à cette richesse humaine, et politique à moindre coût. Et c'est vrai que les tarifs augmentent petit à petit. Chaque année, même si on est vraiment, on fait partie des événements, type festival les moins chers, de France. Mais c'est lié à notre modèle, hein, c'est une volonté politique. On ne sera jamais, au même prix que Wheel of Green par exemple, Solidays, voire même Coachella et tout le reste. C'est des trucs, ou Rock en scène, c'est pas le même modèle en fait. On propose pas la même chose. C'est pas la même expérience, je dirais, et la Bah même oui, c'est ambition. sûr. Et on a vraiment ce travail-là et cet effort que l'on fait, pour que, pendant 3 jours, on puisse, prendre un parking, dormir sur place, manger à un tarif, qui, défie toute concurrence avec des produits de qualité, manger de tout, Ouais, en plus, il y a du vraiment tout ce qu'on aime. végé, mais aussi enfin en tout cas de la des plats, du monde entier, des spécialités de France, enfin de toutes nos régions, donc c'est vraiment cette ambition et cette volonté politique. Et on s'y engage chaque année. Cette année, la billetterie commerciale, a augmenté. On reste encore pas cher, mais on a dû augmenter parce que, depuis plusieurs années, c'est nous qui prenions, un peu, à notre charge, une bonne partie des augmentations, liées à l'inflation, liées aux coûts, techniques, aux coûts artistiques, mais aussi l'électricité, l'eau, les coûts fixes en fait, qui augmentent très fortement. On est quand même accompagné, mais il y avait, pour en tout cas pour continuer à faire vivre cette fête de l'humanité, on était contraint, d'augmenter un petit peu, et donc on fait des calculs, pour pas augmenter très fortement et être, le plus raisonnable possible. Ces dernières années, il y a pas mal de directeurs et directrices de festivals qui ont un peu sonné l'alerte face à la situation financière de ces structures parce qu'il y a eu l'inflation, la hausse des cachets des artistes qui a vraiment explosé il n'y a pas longtemps. Et comme on l'a dit, du coup, le matériel, le transport, le Covid, il y a plein de choses qui sont passées. Comment vous vous situez du coup à l'UMA par rapport à ça? Et où est-ce qu'on en est? Comment Bah, voit-on les déjà prochaines années? pour te dire les choses et pour te poser le constat, le Journal de l'Humanité est un journal qui est en redressement judiciaire. Ouais. Donc déjà, on s'est retrouvés, parce que comme tout journal, indépendant, c'est très difficile, la presse papier, de pouvoir, encore survivre. Et puis, on a une évolution, qui est, une évolution numérique qui fonctionne bien, mais qui est encore, à développer, à faire évoluer, normal, comme, tout média. Tu vois très bien ce que c'est. Il y a, toute une partie, d'engagement, et d'innovation, à avoir, et d'investissement
qui coûtent très cher. On a été en très grande difficulté, notamment la Fête de l'Humanité avec le redressement judiciaire parce qu'il y a une année où on n'a pas pu payer les prestataires. Mais heureusement que ce sont des prestataires, pour la très grande majorité, qui sont des prestataires historiques, qui connaissent très bien la fête et qui, savent que, il y a des difficultés, que ça peut arriver. Et donc on a, renégocié des méthodes de paiement de manière échelonnée, pour Mmh. pouvoir, rassurer un petit peu, les prestataires. Et c'est pour ça du coup qu'on a aussi, lancé une billetterie qui commence un peu plus tôt aussi. Il y a tout un mécanisme comme ça avec, une billetterie qui, change de prix, qui est plus Ouais. chère, plus tu t'approches de la date de l'événement et plus c'est cher, Mmh. pour pousser aussi à prendre, un billet, le plus tôt possible. Et tu as raison, enfin, moi je l'ai découvert, en arrivant, outre le prix des cachets des artistes qui effectivement a très fortement augmenté, mais qui a augmenté parce que quand il passe dans un événement, un festival qui les paye tant, lui, tout naturellement, l'artiste ou enfin, quand il va pas se faire payer moins, il va se faire payer plus, voire autant. Donc quand tu arrives derrière, tu beau dire ce que tu veux, Oui, même c'est si sa vous êtes cote, pas quoi. ouais, ouais. Bah oui, donc c'est plutôt légitime de sa part, de faire ça, ça je le critique pas. Mais effectivement, il y a, à un moment donné, certains en tout cas certaines peut-être productions ou autres qui profitent de cette augmentation, des cotes, et qui mettent en difficulté, certains festivals parce que, ils sont obligés de les prendre pour pouvoir vendre de la billetterie. Si tu pas Mmh. tel artiste, à la mode, c'est Ouais. compliqué, tu vends pas de billets. Si tu fais que des petits concerts, ça peut fonctionner aussi, mais ça dépend de l'ampleur de ton festival. Donc là, effectivement, il y a un modèle qui est très, très, très contraignant, et qui est, assez capitaliste. Mais on vit avec, on essaye de lutter. À la Fête de l'Humanité, on a encore et bien heureusement beaucoup d'artistes, qui, veulent venir à la fête parce que c'est la Fête de l'Humanité et que c'est son enfin qu'il y a des engagements particuliers, et que c'est un événement majeur de la rentrée, en tout cas politique, mais la fin de saison pour les artistes, qui demandent à venir, qui veulent faire la fête, donc ça c'est génial, donc on les prend. Et il y en a qu'on sollicite. Moi j'ai proposé quelques artistes avec mes équipes et quand, notre programmateur les a sollicités, ils ont dit: «Bah ouais, génial, c'est super, la fête de l'humanité». Ils font, on les paye toujours. On les paye, mais on leur dit sincèrement, «On aimerait beaucoup vous avoir, mais on n'a pas beaucoup d'argent». Et du coup, on discute, on se met d'accord et on respecte quand même toujours, le fait que les artistes, doivent payer leurs técos, doivent payer Ouais, bien sûr. leurs musiciens, c'est aussi leur manière de vivre, hein, Mmh. c'est normal. Donc, on a personne qui vient gratuitement. Mais on a une discussion et effectivement, tous les artistes qui viennent à la Fête de l'Humanité, sont des artistes qui font attention et qui sont au courant du fait qu'on n'a pas, les mêmes épaules que, d'autres grands événements. Mais à côté de Mmh. ça, on a une force majeure, c'est qu'effectivement on est petit, je dirais, à côté de grosses machines, festivalières, mais on a une portée humaine et une portée, culturelle et une portée dans le milieu, qui, est beaucoup plus importante que, des festivals, très connus. Et dans ce système, financier capitaliste, comment faire des choix en tant que structure, engagée pour, réussir à faire des choix entre rester dans ses valeurs et puis survivre aussi pour être rentable, quoi? Notamment sur la programmation, artistique, on va avoir des grands artistes très connus et puis on va avoir aussi des artistes et des spectacles très politiques, qui sont Ouais. pas des spectacles, qui seront vendus, dans d'autres grands festivals ou autres. L'année dernière, par exemple, il y a eu, un spectacle, un concert sur Jaurès, sur la grande scène, il y a, d'autres compagnies, notamment, d'art de rue, qui ne peuvent pas forcément, être programmés, ailleurs, que l'on programme nous. C'est comme ça qu'on fait cet équilibre. On laisse de la place à la fois, pour, des grands artistes très connus, d'autres qui sont connus mais militants, très Ouais. branchés musique militante, politique, et puis d'autres qui sont, des artistes, en pleine, en plein essor,
sur lesquels nous, on s'engage parce qu'on considère que c'est des artistes qui demain, vont, buzzer et comme Zao de Sagazan, elle est venue à la fête avant même qu'elle soit, Ouais. autant demandée, pareil pour Aya Nakamura, elle avait déjà sorti Dja quand elle était venue à la Mmh. fête, mais c'était en 2019, c'est pas Mmh. du tout, elle avait pas du tout, le niveau, qu'elle a aujourd'hui et aujourd'hui c'est une star, International, ouais. internationale, pour moi que je mets quasiment au même niveau que Beyoncé quoi. C'est Ouais, notre grande, clairement, icône, hein. femme artiste, et on est très fiers d'avoir pu avoir aussi, ces artistes, Mmh. pas forcément, quand ils sont, hyper connus, mais un petit peu avant. Parce qu'on est, très attachés aussi, de permettre à ces artistes de pouvoir être Mmh. sur la fête de l'humanité sur nos scènes. Mmh. On a, on a quand même cette, on est assez connus pour pouvoir, laisser de la place à tout le monde et et vraiment d'avoir, des moments dans la programmation de grandes scènes, des spectacles, politiques engagés. Mmh. Qui sont pas là pour nous ramener des billets, on s'en fiche. Mmh. C'est pas ça le Ouais. c'est pas pour ça qu'on les met. Et tout à l'heure, on avait parlé toutes les deux des marques qui avaient accompagné la fête de l'UMA. Et c'était un peu aussi sur ça que je voulais te questionner, sur comment on choisit les marques avec lesquelles on travaille. On avait dit que la fête travaillait avec des marques avec lesquelles elle ne travaillerait plus aujourd'hui, par exemple. Bah, et en fait, pour revenir sur, la discussion Mmh. qu'on avait tout à l'heure, je te disais, quand je suis arrivée, on a regardé un peu, toutes les vieilles affiches, de la fête, pour préparer un peu la 90e édition, se mettre un peu la tête dans le guidon sur toute l'histoire, toute son évolution et cetera, même si ça a été fait à plusieurs reprises, mais on a une petite boîte, de souvenirs et une petite boîte où il y a tous les bons de soutien, toutes les vignettes, ce qu'on appelle les anciennes vignettes de la fête de l'humanité. Et là, en regardant ces vignettes, pour ceux qui ont pu en acheter et qui en ont déjà eu, je voyais en fait c'était des bons, que des billets papier que tu donnais à l'entrée et tu avais, une pub gauloise, une pub Coca-Cola, c'était sponsorisé quoi limite. Et je dis: «Mais attends, on avait gauloise quoi? Ouais, Coca, Coca-Cola, aujourd'hui, et c'est... non mais aujourd'hui Ce c'est plus serait plus possible possible. et puis tu plus du tout, ce genre de partenariat, Ouais. c'est pas imaginable. Par contre, on a, des partenariats historiques, il y avait, en tout cas un Pernod Ricard, Ouais, à la Ricard, fête de l'humanité. Ricard à la fête, c'est, là pour la 90e édition, j'ai tout de suite pensé à eux quoi. Mm. Mais bon, enfin, il y a pas de partenariat, direct avec Ricard, mais j'ai pensé que quand, j'ai vu ces vignettes-là et que j'ai vu, Gauloises, les Gauloises blondes, Coca-Cola et d'autres marques, je me suis dit: «Tiens, où est Ricard?» qui est partout dans la fête, il y Mais avait des Ricard, il fanfares. avait pas déjà sponsorisé la fête à un moment? Enfin, Si, sponsorisé. si, si, c'était Si, des c'est ça. partenaires effectivement, ouais, tu avais, des espaces Ricard avec, la fanfare Ricard, qui venait à la fête, tu avais toujours des petits chapeaux en plus, des banderoles, ça habillait un peu la fête. Là, ils étaient pas là l'année dernière, ils étaient pas disponibles. Je crois qu'ils étaient à Rock en Seine, si je me trompe pas, ils ont fait un autre, festival, puis il y a eu les JO aussi. L'année Ouais. dernière est une année Oui. particulière. Tout le monde a été pris sur les Bah JO, ouais. pareil pour les prestats, Mm. c'est une année très Oui, il y a des particulière. festivals qui ont dû fermer en plus parce qu'il n'y avait pas le nombre de policiers nécessaire vu que tout le monde était à Paris à ce moment-là. Bah, ça, par exemple, sur le modèle économique, pour un organisateur d'événements, d'avoir un événement phare dans l'année, qui peut pas se faire à cause des JO ou à cause d'intempéries, de pluie, ou d'averses ou de tempêtes, ah là, franchement, c'est fatal, hein. C'est Ouais, ouais. compliqué, hein, pour Mm. s'en relever, hein, Et est-ce vraiment, que hein. tu peux juste nous dire rapidement ce que c'est que l'espace collectivité aussi? L'espace collectivité, c'est un espace complètement indépendant de la Fête de l'Humanité. Ça appartient à une autre structure et c'est un espace, dans lequel tu as, des partenaires, en tout cas des entreprises. C'est un salon en fait, d'entreprise, qui est présent, mais pas pendant la fête en fait, c'est un petit peu avant. Ça se termine, le jeudi, vendredi et c'est un lieu de débat. Il y a pas mal d'élus locaux, qui y vont. Et il y a des débats sur le développement économique, du territoire, sur des sujets liés à l'écologie, à l'économie sociale et solidaire, etc.
etc. Je peux pas t'en dire plus parce que je ne me charge pas du tout de ça. Et c'est, il y a une autre directrice, c'est une autre entreprise en fait, c'est complètement indépendant de la fête de l'humanité enfin c'est un espace qui est à part. Qui est un peu à l'extérieur. En tant que directrice, est-ce que tu as un combat personnel ou en tout cas des améliorations que toi t'aimerais porter pendant ton... Je sais pas si c'est pas un mandat qu'on appelle, mais pendant ton... Non, moi j'ai pas de... C'est un CDI que j'ai. Donc, sauf si je peux être virée pour faute lourde ou si je veux faire autre chose. Mais pour le moment, je touche du bois. Là, ce que j'ai vraiment envie de porter, et on y travaille avec les équipes, j'aimerais que cette 90e édition et que les prochaines éditions de la fête soient des éditions qui poussent à ce que on soit une fête 100% inclusive. C'est le 100% inclusif, alors certains vont dire c'est bateau, c'est une notion cadre, creuse, on peut mettre tout dedans, moi je peux le développer. 100% inclusive sur la question du handicap et de l'accessibilité, je trouve que c'est important de pouvoir porter et des améliorations et des mesures très concrètes avec notamment un parking PMR mais aussi des voies carrossables parce que tout est en extérieur, hein, donc quand t'es avec un fauteuil roulant ou des béquilles, t'es en galère. Et surtout quand il pleut, donc t'as aussi ces améliorations-là et tu peux créer des allées. Ça a déjà commencé, en fait, ça s'est fait. Mon prédécesseur Thibaut Weiss a déjà commencé ça. C'est des investissements lourds qui se font sur plusieurs années, mais qu'il faut maintenir par ambition aussi politique parce que c'est un budget que tu consacres à ça. Sur aussi des scènes qui peuvent être des scènes, des petites estrades face aux scènes qui permettent aux personnes à mobilité réduite de pouvoir regarder des concerts mobilité réduite ou en situation de handicap, quel qu'il soit. Il y a aussi la possibilité de pouvoir avoir des casques anti-bruit pour les petits, mais aussi pour les adultes, parce qu'effectivement, la fête fait beaucoup de bruit. Il y a aussi la possibilité, moi j'aimerais beaucoup, et ça c'est dans un second temps, même si je commence déjà à y travailler, d'avoir des associations qui puissent amener et qui accompagnent des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Il y a différents types de spectre du trouble autistique, donc il y en a qui peuvent venir dans des lieux où il y a un peu plus de monde, de foule et de musique, donc c'est en tout cas de pouvoir dire que c'est possible avec ces associations-là qui font du 1 pour 1 et d'ouvrir la fête à tout le monde, où chacun vraiment trouve sa place. Et puis, il y a un autre volet aussi qui me tient à cœur, c'est celui des violences sexistes et sexuelles en milieu festivalier, où la fête de l'humanité est très engagée depuis très longtemps. On a participé à une étude par Safer, qui est une application d'alerte et de prévention sur les violences sexistes et sexuelles, qui montre que la fête de l'humanité, on a fait aussi une étude, un audit avec un cabinet d'expertise dans le domaine, qui nous a clairement dit qu'on était très très bien dotés en dispositifs, en accompagnement, parce que toutes les personnes qui sont dans les stands sont des personnes politiques engagées et qui sont très vigilantes au VSS. Mais il n'empêche que ces dispositifs-là doivent être connus, encore plus connus. On a un engagement aussi avec les services de l'État qui sont présents autour de la fête, notamment la préfecture et le tribunal de l'Essonne qui permettent, enfin en tout cas dès qu'il y a une plainte qui peut être déposée lors de la fête, un peu en amont même aussi, le parquet peut se saisir automatiquement de cette plainte pour qu'elle soit très rapidement étudiée. Donc ça c'est quelque chose d'important. Parce qu'on a souvent la remarque de bah ouais, mais quand je porte plainte, on me dit que bah y a pas assez d'éléments, de revenir demain, ou enfin voilà. Donc ça c'est important, et vraiment cette notion de fête la plus inclusive possible, 100% inclusive, vraiment il y a encore beaucoup de chantiers, et il y a encore beaucoup de mentalités à changer et créer de nouvelles habitudes. Donner l'impression, enfin en tout cas pas donner l'impression, mais faire de cette fête une fête safe, vraiment inclusive, pour que chacun dise malgré mon handicap, malgré le fait que j'ai des béquilles et que je sois en fauteuil roulant, je puisse y aller. Et ma grande volonté, et après c'est une question aussi budgétaire, c'est de pouvoir avoir dans les grands débats, même les concerts, une traduction en langage des signes. À la fête, on le sait, c'est assez drôle. T'as des gens qui sont hyper militants depuis longtemps et c'est le moment où tout le monde se retrouve.
Et t'as autant des gens qui débarquent là pour les artistes, par exemple, qui savent même pas qu'à la base, c'est un festival de lutte et qui arrivent et qu'il y a que des stands du PC et c'est un peu leur première fois. Comment vous voyez ça et est-ce que tu penses que c'est un endroit aussi qui peut permettre d'avoir un premier pas vers le monde politique, on va dire? Bah, effectivement, t'en as certains qui arrivent pour la première fois et qui se disent bon. Alors, il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés où, mais il y en a qui se disent mais. Enfin, généralement, ils savent que c'est la fête des communistes. T'en as beaucoup qui disent ma fête de l'UMA, c'est la fête des communistes. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ne savent pas que c'est la fête du journal de l'humanité et pas du Parti communiste. Parce que c'est parce que dans l'imaginaire de chacun, et parce que effectivement c'est majoritairement des communistes qui tiennent les stands, donc t'as cette pensée-là, et effectivement c'est eux qui font la fête, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui a été assez frappant lors de la dernière édition, qui a été une édition assez incroyable, liée aussi à la situation politique avec le nouveau Front populaire, où on a eu énormément de jeunes et de personnes qui sont venues pour la première fois. Et qui sont venues pour la première fois, pas parce que c'était pour la programmation, ou parce qu'il y avait tel grand artiste, mais ils sont venus pour la première fois parce on a fait une étude d'ailleurs là-dessus, parce qu'on a lancé un questionnaire pour toutes les personnes qui ont acheté un billet. On a posé quelques questions, ils ont tous reçu un mail, et les résultats, c'est que tu as près de 40% des personnes qui sont venues à la fête, pour la première fois, parce que c'est un événement pour lequel ils partagent les valeurs. Donc, penser que les jeunes viennent à la fête de l'humanité que pour la programmation, c'est un mythe. Ça peut être le cas à un moment, à un petit moment, mais plus maintenant, parce que c'est vraiment ancré, je pense, dans les esprits. Et beaucoup de jeunes viennent et découvrent aussi en fait les combats des communistes. Parce que l'année dernière, je me souviens, j'étais pas encore directrice, hein, j'ai fait cette fête-là et j'écoutais un peu, je savais que j'allais l'être après, mais je pouvais pas le dire. Et il y en a certains qui disent: «Waouh, mais vous avez tous des kéfiers ici, ça, la Palestine à fond et tout». Bah ouais, en fait, Oui, depuis depuis très longtemps, en fait. Ouais. Ah ouais, non, mais moi je pensais que il y avait que la France insoumise ou d'autres, et que les communistes on les voyait pas trop en manif, un peu les débats qu'on pouvait Ouais. voir, qu'on pouvait attendre. Mais non, on n'a pas attendu le 7 octobre pour s'engager pour la souveraineté du peuple palestinien et pour la défense du peuple palestinien sur ce conflit. Enfin, en tout cas, là, on est passé à une étape génocidaire depuis le 7 octobre, mais Il y avait déjà même Salah Hamouri, je me mais souviens. oui, toute la bataille qui a et été encore. menée par les communistes et la JC aussi pour Salah Hamouri, qui est très présent à la fête. Et donc, tu vois, c'est plein de petites. Enfin, cette nouvelle génération qui est venue, qui est plutôt jeune, méconnaît aujourd'hui plutôt les combats et les engagements du Parti communiste. Et c'est au contraire plutôt une fierté de les accueillir à la fête de l'humanité pour qu'ils voient vraiment les combats et les engagements des communistes et puis d'autres organisations aussi qu'on accueille. Montrer qu'il n'y a pas de sectarisme, au contraire, que toutes les forces politiques de gauche peuvent se rassembler. Il y a à la fête de l'humanité des stands communistes, mais il y a aussi celui de la France insoumise, celui d'Europe Écologie des Verts, des écologistes, celui du Parti socialiste, celui du NPA, de Génération, GRS, et puis tu as aussi DJC, plein d'autres organisations, syndicats, enfin tout le monde est à côté et vit très bien cette expérience, bien au contraire, où d'autres vont danser dans les stands des autres et tout se passe très bien. Et s'il y a du débat avec des moments houleux, c'est, en tout cas cette dernière édition, c'était très respectueux. On sait ce que chacun pense, on n'est pas là pour faire des polémiques, pour polémiquer, pour tendre les choses. Il y a un moment où il faut aussi se rassembler, savoir mener des luttes collectives. Et je pense que, en tout cas, chacun des militants qui viennent à la fête se rend bien compte du monde dans lequel on est, qui est un monde de plus en plus fasciste, de plus en plus capitaliste, et qui nous pousse à un moment donné à devoir vraiment réfléchir, à ne pas nous entretuer, mais à réfléchir à comment est-ce qu'on peut composer ensemble avec nos différences, mais dans un objectif commun. Ouais, par contre, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de désaccords entre les partis de gauche et ASSO et tout, et ça peut être vite, voilà, mais c'est vrai que
c'est chouette qu'on ait justement des endroits où on peut se rencontrer et parler et, comme tu as dit, pas oublier qu'on reste quand même dans le même camp et qu'il faut qu'on ait de la discussion. L'ennemi, on a un ennemi commun. On a un ennemi commun. Par contre, comme dans toute famille, on peut s'engueuler avec son père, son frère, son cousin, son meilleur pote, mais on sait qui on doit combattre. Donc, et pour les jeunes, après, tous ceux qui repartent de la fête, en tout cas à chaque édition, effectivement, tu as beaucoup de jeunes qui sont pas encartés, qui sont pas dans les partis politiques, mais ils sont hyper engagés sur plein de questions différentes. Et parfois, ils ne le sont pas totalement, ils sont alertes des situations politiques, de ce qui se passe dans leur vie. Ils voient très bien que quand tu es étudiant, leurs bourses sont pas si importantes que ça, que le prix de l'alimentation augmente, que les loyers augmentent. Et tout ça, quand ils arrivent à la fête, ils découvrent qu'il y a des engagements et des propositions de loi qui sont faites pour justement ne pas augmenter les prix des produits de première nécessité, que c'est aussi un combat politique, qui est aussi des repas, des engagements liés à la précarité des jeunes étudiants, la question des loyers, l'encadrement des loyers, mais aussi la lutte contre la spéculation immobilière, et que tout ce qu'ils vivent en réalité en grandissant dans leur quotidien, c'est lié à des politiques publiques pour lesquelles, à la fête de l'humanité, il y a des réponses politiques pour pouvoir proposer une autre société qui est possible, qui n'est pas utopiste, qui est possible. Et chaque jeune qui repart de la fête revient l'année d'après avec une petite graine d'humanité, j'appelle ça moi, qui grandit et puis qui peut-être les font venir avec une autre étiquette ou une autre association ou bénévole tout simplement à la fête. Ouais, ça nous redonne l'espoir d'un monde différent et meilleur. Ouais, moi j'ai espoir, je suis très positive. Qu'est-ce qui toi te donne espoir pour la suite ? Moi, ce qui me donne espoir pour la suite, c'est toute cette génération de jeunes qui est absolument pas résignée. Parce qu'effectivement, quand je discute avec, il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu résignés, mais il y a toute une génération qui ne l'est pas. On a vécu un sursaut avec le nouveau Front populaire, qu'on peut critiquer aujourd'hui, mais en tout cas qui a été assez important parce que c'est la société civile, c'est des associations, des organisations, des syndicats, des jeunes qui se sont mobilisés, qui ont dit au parti « franchement, stop ». Franchement, là, vous nous saoulez, c'est fini, mettez-vous d'accord. Vous ne sortirez pas, on vous laissera pas sortir tant que vous n'êtes pas mis d'accord. Et ça, c'était, mais oui, mais en même temps, c'est une mobilisation que je n'ai pas vue depuis super longtemps. Il y a eu, alors d'autres vont comparer avec la manifestation qu'il y a eu après Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles, où il y a eu un sursaut républicain et un sursaut dans toutes les familles et dans toutes les villes de France pour faire barrage au Front National. Donc on voit bien qu'on a un peu perdu cette bataille-là, parce on l'a pas perdue, mais en tout cas on a perdu des points. Mais il n'empêche que moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est effectivement cette nouvelle jeunesse. Voilà, cette nouvelle génération. Et je me mets dedans, hein. Parce que je suis jeune. De ouf. En ce moment, on a la montée du fascisme dans le monde, en France, un peu partout. Et comment est-ce que vous voyez, vous, la suite de la lutte en tant que structure ? Et aussi, quels seront les grands thèmes politiques que vous allez aborder pour cette prochaine édition ? La suite de la lutte avec la montée du fascisme, etc. Enfin, le simple fait d'exister, nous, Fête de l'Humanité, Fête du Journal de l'Humanité, et de permettre à toutes les organisations syndicales, politiques, institutionnelles aussi, et sociales, d'exister, d'avoir un espace de liberté d'expression, de pouvoir diffuser ses luttes, ses combats, ses convictions, c'est déjà un combat énorme, et c'est en tout cas quelque chose qu'on veut préserver au maximum, et on fera tout pour préserver cette fête, parce qu'elle n'est pas là que pour nous satisfaire nous en tant qu'événement et l'organiser comme ça. Au contraire, c'est un moment particulier dans l'année qui permet à des centaines de milliers de personnes, voire ensuite par ricochet des millions, qui repartiront avec de l'espoir et une vision, je dirais organisée, d'un monde meilleur et de lutte, en tout cas d'outils pour lutter contre la montée du fascisme. Et est-ce que vous avez des grands thèmes pour le prochain ? Alors le grand thème, en tout cas pour la prochaine édition, peut-être 90e édition, ça va être la paix.
Et malheureusement, c'est un sujet qui revient assez souvent, mais en tout cas depuis, depuis la dernière fête, il y a eu, les attaques, du 7 octobre, terroristes et du coup, on a, un génocide qui est en cours, encore, à Gaza et qui est insupportable et en tout cas on s'est engagé à la fête de l'humanité en solidarité avec le peuple palestinien et d'ailleurs, depuis l'année dernière, il y a un stand de l'État de Palestine. Ok. Donc ça, c'est, je tiens à l'indiquer, avant même la reconnaissance, de l'État de Palestine par la France. On n'a pas Ouais. attendu pour, pouvoir le faire. Et puis il y a aussi, l'ensemble des génocides qu'il y a, dans le monde, qu'en tout cas la question de la paix, va être importante. Puis vu le positionnement aujourd'hui de Trump et l'instabilité internationale dans laquelle on n'est plus du tout dans ce qu'on a appris dans nos livres, quand on était étudiant, ce monde bipolaire suite à la guerre froide qu'on maîtrisait un peu, où on voyait à peu près les différents intérêts géopolitiques et les différentes plaques tectoniques de guerre et d'intérêts économiques aussi qui existaient. Là, on a un président des États-Unis qui peut dézinguer tout et n'importe quoi, mettre en doute tous les accords, lancer une instabilité économique et financière du jour au lendemain des Nations Unies, de l'Union européenne, pardon, discréditer les Nations Unies, mettre au pied du mur la Chine et dire et alors so what? C'est vraiment, on est dans un monde de fous, quoi. Donc il y a un peu un rempart là sur cette stabilité d'où on en est et comment est-ce qu'on peut faire pour rétablir les choses et comment en responsabilité, en toute sérénité, mener nos combats politiques pour éviter de subir toutes ces conséquences. Et après, il y a tout un volet politique plutôt national très important qui, lui, se construit avec la rédaction, les rédac chefs et la rédaction du Journal de l'Humanité, où là, on a un programme politique des débats de l'Agora qui se détermine jusqu'à la dernière minute pour coller au plus près de l'actualité. Ouais, ok. Et ça, je peux pas te dire parce que En fonction de cet été. en fonction de cet été, on boucle tout. Je sais que l'année dernière, avec la dissolution, il y avait des débats qui étaient prévus et un programme qui était prévu, tu vois, début juin. Il y a eu la dissolution, résultat des élections européennes déjà, dissolution. Donc il y a des débats, moi on m'a dit, ils ont changé jusqu'en septembre, quoi. Début septembre, ils ont revu les débats, les invités. C'est assez, c'est pas incertain, c'est jusqu'à la dernière minute, quoi, pour vraiment coller au mieux et au plus près de l'actualité politique. Tu es aussi élue du coup à Saint-Denis dans la mairie d'opposition. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Élue d'opposition à la mairie. Élue d'opposition, ouais. Voilà. Et tu es candidate pour la municipale de 2026. Est-ce que tu as des combats en particulier là, que tu vas défendre pour cette élection-là ? Donc, comme je le disais, pour répondre à ta question, effectivement, je suis conseillère municipale d'opposition à Saint-Denis depuis 2020 et c'est mon premier mandat. Avant, j'étais pas du tout élue. J'ai travaillé pour des élus, notamment comme attachée parlementaire, mais c'est ma première expérience, je dirais, d'élue dans l'opposition et ça fait plus de 10 ans que je suis militante quand même sur cette ville où j'ai été candidate à d'autres élections. Et j'ai été élue chef de file pour les élections municipales au sein du Parti communiste de Saint-Denis. C'est pas encore candidate pour les municipales. Pourquoi ? Parce que une des grandes ambitions que j'ai, c'est de pouvoir partir en ordre rassemblé avec une unité pour les prochaines élections. Et il y a d'autres chefs de file qui ont été élus par différents partis de gauche à Saint-Denis, comme la France Insoumise, mais il y a aussi un autre collectif citoyen qui s'appelle la Seine-Saint-Denis au cœur. Et on est plusieurs, on va dire, on est 3 chefs de file et mon objectif est de pouvoir partir ensemble avec eux et non pas juste toute seule pour ma propre personne et parce que par ego ou autre, en tout cas, c'est pas du tout ma volonté. Et une des grandes batailles que je souhaiterais mener, en tout cas pour cette première campagne là qui va arriver, c'est un travail de rassemblement avec l'ensemble des forces, mais aussi des citoyens.
Aujourd'hui, on a un maire qui prend des décisions et qui, depuis le début de son mandat, a clairement oublié, les habitants, les collectifs, les comités et c'est une ville, Saint-Denis, que je connais bien puisque j'y suis née, j'y ai grandi, j'ai fait mes études, j'y ai milité, donc je connais bien les Dionysiens, et les Dionysiennes. Il y a cet ADN de la participation, cet ADN de la concertation et ce besoin aussi de participer, aux actions de la ville et surtout aux grandes décisions structurantes, de la collectivité, dans l'intérêt général. Et donc ça va être un des grands volets, celui de faire une ville, plus démocratique et une ville, où, chacun y a sa place et où chacun peut donner son avis. Donc ça, c'est un des grands volets et il y a, pour moi j'ai une vision de la ville qui est pas particulière, mais qui est spécifique à ma formation politique, mais aussi, à mon expérience. Moi, j'aimerais bien que l'on puisse proposer un projet avec les habitants autour de la ville qui protège. Je vois, moi, Saint-Denis comme une ville qui protège contre les inégalités, et aussi qui protège, contre les externalités, je dirais de la pollution, qu'on puisse proposer, des mesures et des ambitions très écologiques pour, l'ensemble des habitants, qui, protègent aussi nos enfants, pour qu'ils puissent, avoir un enseignant, devant eux, dans chaque classe, parce qu'on est, un territoire, clairement en rupture d'égalité républicaine par rapport aux autres, notamment dans les services publics, et le maire, est la personne, que les habitants vont voir quand ils ont un problème, quel qu'il soit. Et une équipe municipale avec, le maire, à sa tête, le maire ou la maire, hein, je dis le maire parce que on peut dire, madame le maire. Et le maire doit être le garant, de l'ensemble des politiques publiques qui puissent permettre, à l'ensemble des habitants, de s'y retrouver et d'avoir une réponse à leurs besoins. Alors on peut pas toujours, tout résoudre, mais ce que je dis toujours à chaque fois et ce qui me frappe avec, le maire actuel, c'est qu'il oublie qu'il est le maire de tous. Quand on est maire des gens qui ont voté pour toi, qui n'ont pas voté pour toi, ou pour des personnes qui ne votent pas, qui sont à la rue, qui sont de passage. Tu as cette responsabilité-là, toutes les générations. Et tu ne peux pas te cacher derrière, des résultats électoraux en disant: «Si vous n'êtes pas content, vous aviez qu'à voter autrement et rendez-vous aux prochaines élections municipales». C'est pas responsable. Donc à partir de là, je considère que la candidature que je porterai et l'équipe, que je porterai, ça sera celle d'une ville qui soit, dynamique, solidaire et écologique. Et petite question que je pose à tous et toutes mes invités. Est-ce qu'il y a des associations, j'aimerais bien de Saint-Denis justement, des associations locales, des collectifs, des artistes ou des structures de la culture que tu aimerais nous recommander? Alors, il y en a une, c'est plutôt une assoce, un collectif, je sais pas, qui organise des folles soirées dionysiaques. Folles soirées dionysiennes. Ça dépend comment ça s'appelle. Je pense que c'est folles soirées dionysiennes. C'est Sébastien Camille Freudenthal avec Sorana, qui sont 2 Dionysiens, qui organisent des soirées, mais aussi des grands moments un peu forum, VSS, égalité femmes-hommes. Et c'est 2 personnes assez extraordinaires, que je pense qu'il faut inviter et qui sont aussi très engagées sur les questions queer, LGBTQIA+. Un autre, alors il y a énormément de choses à Saint-Denis, hein, qu'il faut voir, mais il y a une autre association, je pense qu'il faut aller voir, qui s'appelle Artefact. Et Artefact, c'est une boutique qui accueille, qui expose des créations d'artistes dionysiens, mais pas que dionysiens, du territoire de Plaine Commune et autres. C'est très joli ce qui est fait. Je pense que c'est un endroit qu'il faut fréquenter pour donner du courage à tous ces créateurs et ces créatrices locaux. Et il y a un deuxième lieu aussi de création qui est rue de la Boulangerie. C'est pareil, c'est des artistes dionysiens qui se sont organisés et qui effectivement ont une boutique aujourd'hui et c'est de la créa purement locale. Merci beaucoup Sophia pour merci beaucoup, c'était super et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et surtout
pour poser d'autres questions. Si vous avez envie de venir à la fête, n'hésitez pas. La billetterie commerciale est ouverte. Je vous invite à prendre vos places très très vite parce que plus on va avancer dans le temps et plus ça va coûter cher. Et petit exclu, je sais pas quand est-ce que tu vas publier ton podcast. Je te le dis. Ce sera mi-mai en gros. Ah, ok, bon, d'ici là, quand vous allez entendre le podcast, vous aurez déjà eu la programmation, la deuxième vague de programmation qui va être annoncée le 25 avril. Trop bien. Ah, donc on a encore des surprises. Yes. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci à toutes les personnes qui ont pu écouter jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. Encore un grand merci à Sophia pour son temps. Je vous invite à aller la suivre sur ses réseaux sociaux. Bien sûr, ils seront tous en barre d'infos ainsi que tous les projets qu'on a cités ici. Je vous invite à prendre votre place évidemment pour la fête de l'UMA. Je vous invite également à soutenir le podcast sur les réseaux ainsi que sur les différentes plateformes d'écoute. Et aussi, si vous le pouvez, évidemment, à soutenir le podcast financièrement sur la nouvelle page Tipeee qui est consacrée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci à vous.